ensuite, progressivement, par les TD et de façon plus pratique, les cours viennent renforcer un peu plus tôt dans ce sens-là. Donc, je pense que ça va être bien de revoir mes choses. J'étais pas sûr de qui de Madame Nguyen ou moi allait noter les projets, mais c'est moi qui vais le faire, donc j'ai pas encore commencé. Je vais essayer de le faire aujourd'hui ou demain pour que vous les ayez rapidement un retour, parce que ça va vous permettre d'utiliser ce retour pour le deuxième projet qui est fortement lié au premier. Enfin, vous pouvez réutiliser une grande partie du code. Donc je vais essayer de rapidement noter ça. Donc je vais commencer par faire un récapitulatif. Merci à Fabien qui a mis sa caméra, ça me permet de me sentir moins seul. S'il y en a d'autres qui veulent mettre les caméras, n'hésitez pas. C'est toujours apprécié de mon côté en tout cas. Ce que je vais faire, donc je vais commencer par faire un récapitulatif de ce qu'on a vu, d'accord? Les langages réguliers et les langages hors contexte, avec les automates et les grammaires qui vont avec. Je fais ce récapitulatif, j'essaye d'aller rapidement, mais d'être en même temps complet. Et puis après ce récapitulatif, je fais une pause pour voir si vous avez des questions. Parce qu'il y a peut-être des choses avec les TD ou autres, ou en travaillant sur le projet des questions qui sont venues. Donc je laisserai un temps pour les questions, puis après on continuera. OK? Alors, donc je commence par partager un tableau blanc. OK. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs tableaux? Euh, donc je partage un tableau blanc, je vais mettre... normalement, vous avez tous accès. All eyes on me. Je pense que ça doit marcher. Et puis je vais... où est-ce qu'on voit la liste des... normalement, j'ai la possibilité de créer une nouvelle page. Ça, c'est vieux. Ah, voilà. Voilà les pages. OK. Euh, donc, la dernière fois, on avait vu ça. Donc, voilà, je vais faire un récapitulatif rapide de tout ça euh, sur une nouvelle page. Donc, et vous me dites hein, si vous ne voyez pas ou s'il y a un problème. Donc, je vais appeler ça récapitulatif, puisqu'il y a beaucoup de choses que je vais mettre là qui sont déjà dans les pages précédentes. Euh, alors, donc on a vu on a vu les automates finis. Donc, je vais mettre l'abréviation en anglais parce qu'on l'utilise souvent. FA, Finite Automaton ou Finite State Automaton, automate à état fini, euh, qui reconnaissent les langages réguliers. Euh, et donc, les automates finis, ils sont très simples. On a, si je les représente, donc, formellement, ils sont définis par un quintuple Q, pardon, sigma delta Q0 F. Et donc, schématiquement, ça va ressembler à ça. Q1, d'accord? Ici, on a un symbole, alpha, Q2. Très simple.
Et la grammaire correspondante, c'est une expression régulière ou grammaire régulière. Souvent, on utilise l'abréviation regex ou RE pour parler d'expression régulière. Et donc, si les automates finis reconnaissent le langage régulier, on dit que les grammaires génèrent des langages réguliers. Donc, la grammaire correspondante, si on parle de grammaire régulière, ça va avoir la forme une variable. Donc, vous vous souvenez, on a parlé des règles de production, peut être transformée par une variable et un terminal, ou alors par simplement un terminal. D'accord? La version expression régulière, qui est équivalente, d'accord, est plus simple. Une expression régulière, elle va être de la forme A étoile, B étoile, par exemple. D'accord? Les deux sont équivalents. On utilise généralement que les expressions régulières, jamais les grammaires régulières. J'introduis simplement le terme de grammaire régulière parce que ça va nous permettre de faire la transition avec les grammaires hors contexte. D'accord? Donc, si je passe au niveau du dessus, ce qu'on a vu, c'est que il existe des langages, d'accord, qui ne sont pas réguliers. Donc, un exemple de langage régulier ici, là, c'est un peu petit, est-ce que je peux zoomer? Un exemple de langage régulier, ici, ça va être justement A étoile, B étoile. D'accord? Euh, alors, c'est pas un bon je l'ai pas mis au bon endroit ici, je l'ai mis dans l'automate. C'est là que je voulais mettre. Donc, par exemple, A étoile. D'accord? Je vais juste le mettre comme ça, parce que j'ai pas beaucoup de place. Maintenant, il y a des langages qui ne sont pas réguliers. Par exemple, on a vu que 0n, 1n, d'accord? 0n, 1n est en dehors des langages réguliers. Pourquoi? Parce que oui, je vérifie, vous êtes toujours là, oui, c'est bon. Parce que je ne vous voyais plus, mais c'est en fait, j'ai déplacé la fenêtre. Euh, Pourquoi? Parce que on n'a pas la possibilité, avec un automate, de se souvenir qu'on a mis n0 et de remettre exactement le même nombre de 1. D'accord? On n'a pas cette capacité de mémoire, si vous voulez. Et avec les expressions régulières, pareil. Ne nous permet pas, l'étoile ici, d'accord, ne nous permet pas de dire bah, j'ai mis tant de A, je vais remettre le même nombre de B. En fait, on a simplement une étoile qui est une boucle indéfinie et qui ne compte pas, d'accord, qui n'a pas la capacité de compter, si vous voulez. Donc, on a une classe de langage plus large qu'on appelle les langages hors contexte. En anglais, euh, CFL, pardon, langage hors contexte, Context Free Language, qui sont, eux, reconnus par des automates qu'on appelle des push-down automatons en anglais et en français, automates à pile. Et la grammaire équivalente, c'est la grammaire hors contexte. CFG, Context Free Grammar. D'accord? Donc, on va mettre ça un peu plus clair ici. Euh, et donc, on a vu que le PDA, cette fois-ci, avait une, une, euh, une formalisation un petit peu plus complexe. On a toujours un ensemble d'états, on a toujours un alphabet d'entrée, mais on a aussi un alphabet du stack, de la pile, d'accord? Stack en anglais. Et on a un delta qui va être différent aussi, d'accord? Donc, ces deux-là sont différents. On a toujours Q0 et F qui sont les mêmes. Delta, on ne voit pas dans la partie formelle qu'il est différent, mais on le voit schématiquement, enfin quand on le définit, d'accord? Puisqu'une transition va être définie
par non seulement ce qui est lu, alpha, mais aussi ce qui est au-dessus de la pile et retiré du dessus de la pile, et ce qui est ajouté. D'accord? Donc ici, c'est juste lire alpha. Et ici, on l'avait résumé en read alpha, pop, beta. En anglais, c'est plus facile parce que c'est des petits mots clés qui fonctionnent bien, push gamma. D'accord? Donc c'est ça l'idée de la transition pour un PDA. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça change tout dans le sens où maintenant qu'on a cette idée de pile avec un certain nombre d'informations dans la pile, on peut maintenant, à chaque fois qu'on lit un zéro, par exemple, ajouter un zéro dans la pile. Et à chaque fois qu'on lit un 1, ensuite, dans la deuxième partie de l'automate, retirer un zéro, de sorte qu'on a le même nombre de zéros et de 1. Donc on peut faire des choses assez élémentaires, d'accord? Mais ça correspond à un niveau de puissance de calcul qui est très intéressant et qui est notamment utilisé, par exemple, dans les, les correcteurs ou les vérificateurs syntaxiques des IDE, des environnements de développement, comme Eclipse, par exemple. Donc quand Eclipse met en rouge que vous avez souligne en rouge une accolade parce que vous l'avez ouverte mais vous ne l'avez pas fermée. Bon ben là, vous avez simplement besoin d'un PDA ou d'une grammaire hors contexte pour vérifier ce genre de choses. Et comme c'est une puissance de calcul très limitée, ça peut être fait très 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 rapidement sans faire appel à des algorithmes complexes qui prendraient du temps. D'accord? Vous n'avez pas besoin dans Eclipse à chaque fois d'appuyer sur un bouton pour dire vérifie que le programme fonctionne. C'est automatiquement, ça se fait au fil de l'eau. D'accord? Alors la grammaire équivalente est beaucoup plus intéressante car beaucoup plus intuitive euh, que le PDA. Et donc, elle s'appuie sur cette notion donc, de grammaire qui inclut toujours des symboles à gauche, une flèche pour indiquer la règle de production et les symboles à droite. Donc, on appelle ça une grammaire hors contexte, context-free grammar. Et on va avoir à gauche toujours une variable, une seule variable. Et à droite de la règle de production, on va avoir ce qu'on veut. Alors on symbolise généralement par gamma, d'accord? Mais en gros, ça veut dire n'importe quelle suite, d'accord? Suite de variables et terminaux. C'est la seule contrainte, c'est que c'est une suite non vide, d'accord? On ne peut pas avoir rien à droite. Alors, on peut avoir en revanche le terminal epsilon, d'accord? Donc, j'en ai pas reparlé ici, mais on utilise à la fois dans les automates et dans les grammaires, on utilise le symbole epsilon, d'accord? Il est important de bien comprendre ce symbole-là, epsilon, qui signifie rien. C'est ce qu'on appelle la chaîne vide. Pourquoi est-ce que je mets rien entre guillemets? Parce que c'est un bon moyen d'éviter de se tromper sur ce que ça veut dire epsilon. D'accord? Epsilon n'est pas un symbole de l'alphabet, je crois que j'ai déjà répété. Je veux jamais le voir, donc dans vos projets, faites attention hein, quand je vous demande de mettre l'alphabet. Si vous l'avez fait pour le premier, c'est pas, enfin non, le premier c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'epsilon, puisqu'on parle que de TFA. Et comme on est dans un cas déterministe, pardon, on ne peut pas avoir de epsilon pour les automates finis. Mais pour les PDA, c'est pas vrai. On peut avoir des epsilon même avec un PDA déterministe. Donc, surtout pour votre deuxième projet, d'accord? Je ne veux pas avoir dans la liste des symboles de l'alphabet, quand vous décrivez votre alphabet, d'accord? Par exemple 0, 1. Je ne veux pas voir 0, 1, epsilon. Surtout pas. D'accord? L'epsilon n'est pas un symbole. Epsilon est un méta-symbole, si vous voulez, de même ordre que le nœud et l'arc dans le diagramme qui représente, dans le schéma qui représente les automates. Vous avez un certain nombre de méta-symboles. C'est-à-dire, ce ne sont pas des symboles au sens de symboles
qui peuvent être lus ou qui peuvent être dans la pile, mais métasymboles dans le sens qui viennent représenter le diagramme, d'accord? Et comme on ne peut pas représenter rien par rien, d'accord? On a un symbole qui représente le rien, d'accord? Mais c'est bien ça. Donc vous pouvez remplacer tout simplement quand vous avez une transition, que ce soit dans les grammaires, etc. Vous lisez votre transition en remplaçant l'epsilon par rien. Donc par exemple, si vous avez de Q1 à Q2, vous avez un epsilon, vous dites je ne lis rien. Je ne lis pas de symbole. D'accord? Ok, donc ça, c'est juste une petite parenthèse sur l'epsilon. Encore une fois, hein, je fais un récapitulatif et après, je vous laisserai le temps de poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Euh, donc voilà, donc récapitulatif sur les deux premiers langages qu'on a vus, qui sont impliqués inclus l'un dans l'autre, hein. C'est pour ça qu'on a ce diagramme comme ça. D'accord? C'est-à-dire que on a bien une hiérarchie ici. D'accord? On a une hiérarchie de langage, d'ailleurs, qui a été établie, cette hiérarchie, de façon formelle par quelqu'un qui s'appelle Chomsky. D'accord? On appelle ça la hiérarchie de Noam Chomsky. Alors, il parle, lui, de type de langage. Donc, on a le type 3. D'accord? Donc, ça correspond au type 3. Donnez-moi 2 secondes. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui répond. OK. Donc, on parle de type 3 pour les langages réguliers et on parle de langage de type 2 pour les langages hors contexte. On a une hiérarchie comme ça, type, et plus le type, plus on se réduit. Tout en haut, on a le type 0. Euh, plus plus on a une large classe de langage. D'accord? Euh, OK. Donc, on a bien une hiérarchie. Mais on a aussi une hiérarchie au niveau des automates et au niveau des grammaires. D'accord? Les automates, on peut dire tout automate fini est aussi un PDA. Et comme on l'a déjà vu, on peut simplement transformer un automate fini en PDA en rajoutant un stack qui ne sert à rien. D'accord? Donc si vous avez un automate fini avec... Oula, euh, pas ce que j'ai fait. Ok, c'est bon. Euh, si vous avez un... Essayez d'annuler ce que j'ai fait. Parce que bouger tout, mais c'est pas grave. Euh, si, j'ai effacé un certain nombre de choses. J'arrive pas. J'arrive pas à revenir en arrière. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est juste qu'il y a un certain nombre sans faire exprès, j'ai décalé un certain nombre de choses. Ok, simplement comme ça. Bon, bref. Euh, ok, donc oui, j'ai expliqué qu'on peut simplement transformer un automate fini en rajoutant un stack qui ne fait rien. Donc vous rajoutez à chaque fois un virgule epsilon flèche epsilon et vous avez transformé votre automate fini en PDA. C'est la même chose par rapport aux grammaires. D'accord? Donc à chaque fois, on relâche un certain nombre de contraintes, si vous voulez, pour augmenter la puissance de calcul, qu'on soit sur les automates ou les grammaires. OK. Euh, on a parlé de déterminisme et de non-déterminisme. Je ne sais pas si on en a parlé pour les automates euh, à pile, les PDA, mais je sais qu'on en a parlé pour les automates finis. Euh, la notion de déterminisme, elle est très importante et on va y revenir à plusieurs reprises, d'accord? Donc, euh, on a le DFA et on a le NFA, d'accord? On a le DPDA et on a le NPDA.
PDA. Et donc, par défaut, quand on ne précise pas, l'automate fini et l'automate à pile sont associés à la version non déterministe. D'accord? Qui est la version sans contrainte de déterminisme. D'accord? C'est ce qu'on avait vu. C'est que le déterminisme, c'est vraiment une contrainte qu'on ajoute. On dit que l'automate a... Donc ici, il faut vraiment le voir comme une contrainte positive ici, dans le sens où on spécifie que à tout moment, il n'y a qu'une seule option possible. Dans n'importe quelle configuration, d'accord, si vous avez plusieurs transitions possibles, eh bien, il se trouve qu'il n'y en a qu'une qui peut vraiment être prise dans une certaine configuration. D'accord? Donc, si vous vous retrouvez à un certain état, euh, pardon, je vais prendre l'autre couleur. Si vous vous retrouvez dans un certain état une QI, d'accord, avec une certaine configuration avec un certain symbole à lire, dans le cas du PDA avec un certain stack, vous n'avez qu'une seule possibilité à ce moment-là de transition. Ça, c'est la contrainte imposée par le déterminisme. Le non-déterministe dit simplement il n'y a pas cette contrainte. Donc ça peut être le cas, mais ça ne peut ne pas être le cas, tout simplement. D'accord? On ne sait pas. Donc quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut prendre plusieurs chemins en même temps. OK? On va revenir là-dessus. Je fais une pause pour vous demander, est-ce qu'il y a là-dessus des questions sur cette première partie? Moi, j'ai pas trop compris la hiérarchie de Chomsky. Mhm. Chomsky. Euh, enfin, la différence entre le type 1, type 2, type 3. Pour le moment, on a vu que type 2 et type 3. D'accord? Type 2 correspond au langage hors contexte, CFL, et type 3 correspond au langage régulier. Donc déjà, merci, c'est Eva, hein, c'est ça, Ouais, c'est ça. votre question. Euh, euh, L'idée de hiérarchie, elle va devenir plus claire au fur et à mesure qu'on avance, d'accord? Parce qu'on on va avoir autre chose là. Euh, d'accord? Donc on va de plus en plus clairement voir qu'il y a effectivement une hiérarchie. Mais la notion de hiérarchie, tout ce qu'elle dit, c'est que on a une imbrication comme ça des langages. Donc, les langages réguliers correspondent à un certain ensemble de langages, d'accord? Chaque langage étant un ensemble de chaînes de caractères. Donc, ce sont des langages très très simples, faciles à reconnaître, d'accord? Faciles à générer. Ensuite, on a des langages un peu plus complexes. Donc, les langages très simples, c'est les langages réguliers. Les langages un peu plus riches et complexes, c'est les langages hors contexte. Et la notion de hiérarchie dit simplement que tout langage hors contexte, tout langage régulier est aussi un langage hors contexte. Mais ça, c'est assez logique dans la mesure où, qu'est-ce qui définit un langage régulier? C'est le fait qu'il y ait une expression régulière qui va avec. Qu'est-ce qui définit un langage hors contexte? C'est le fait qu'il y a une grammaire hors contexte qui va avec. D'accord? Et on pourrait dire la même chose par rapport aux automates. Et c'est facile de voir que toute expression régulière peut aussi être exprimée par une grammaire hors contexte. D'accord? Donc, si par exemple, on peut facilement le prouver, mais je peux vous donner un exemple juste pour donner cette intuition-là. D'accord? Si je prends donc je vais garder mon code de couleur pour que ce soit un peu logique. Si je prends cette expression régulière, donc A étoile, B étoile, d'accord? C'est-à-dire un certain nombre de A suivi par un certain nombre de B, et je vais dire A étoile, B étoile, C. Allez, on va dire que ça se termine par un C. Euh, on peut facilement produire la même chaîne de caractères avec une grammaire qui dit vous prenez votre variable de départ. Alors je vais essayer d'être cohérent, je vais démarrer avec un S
généralement variable de départ, on prend un S. Et ensuite, on dit vous avez trois parties dans, dans, dans votre chaîne de caractères. La première partie A, où on peut remplacer A par n'importe quelle suite par A récursivement, on remplace le grand A par petit a grand A, d'accord? Les majuscules étant toujours des variables, hein, et les minuscules étant des terminaux, ou par rien du tout, d'accord? B, même chose. Et pour la troisième partie, c'est simplement un C. Voilà. Donc j'ai généré ma grammaire qui est une CFG, une grammaire hors contexte, d'accord? Qui en fait est équivalente strictement à mon expression régulière. Après, que, on peut facilement démontrer que pour toute expression régulière, ici, il existe une grammaire équivalente. En fait, j'ai même pas besoin Décidément, il me fait à chaque fois le. Je sais pas pourquoi. Il me sélectionne tout ça. Euh, pour toute. Bon. Et vous voyez peut-être pas la même chose que moi, mais là, il a sélectionné chaque petit morceau ici. Et c'est pénible parce que on voit pas très bien. Mais c'est facile de voir que pour chaque expression régulière est en fait aussi euh, peut être transformée en une grammaire hors contexte. Donc je ne sais pas si ça aide pour voir, pour répondre à votre question et voir cette notion de hiérarchie. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Ça va maintenant. D'ac- N'hésitez pas, hein, vous pouvez repréciser votre question si j'ai pas bien répondu. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, encore une fois, la hiérarchie, je pense qu'on va le voir de plus en plus clairement au fur et à mesure qu'on ajoute des couches. Là, pour le moment, on n'en a que deux, d'accord? Euh, mais on va en ajouter une troisième euh, il existe des langages qui ne sont pas hors contexte. Il existe des langages qui ne sont pas des CFL, c'est-à-dire que, il n'existe pas de PDA et il n'existe pas de grammaire contextuelle qui permettent de générer ces langages. OK? À chaque fois, on peut définir et mieux comprendre ces cercles concentriques en regardant les limites. D'accord? Mais avant qu'on aille là-dedans, il faut d'abord qu'on parle de déterminisme. Euh, Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu que dans le cas des automates finis, le déterminisme ne change pas la puissance de calcul. D'accord? Autrement dit, un automate fini non déterministe ne va pas reconnaître une classe de langage plus large qu'un automate fini déterministe. D'accord? Alors, euh, pourquoi c'est le cas? On va pas forcément voir la preuve, elle est dans le livre. Je vous invite à la regarder au moins une fois, d'accord? Même si vous n'avez pas besoin de la connaître et de savoir la refaire. Mais dans le bouquin, il y a la preuve que, en fait, à chaque fois que vous avez un automate non déterministe, donc avec plusieurs possibilités de branchement, vous avez moyen de le transformer en automate déterministe simplement en multipliant le nombre d'états. Donc vous faites un automate beaucoup plus complexe et moins lisible et plus compliqué, mais peu importe, ça fonctionne. C'est-à-dire que en augmentant le nombre d'états, c'est-à-dire que vous imaginez que chaque fois que vous pouvez brancher, en fait, vous transformez plutôt ça en deux états différents, avec deux branches qui vont être cette fois-ci en parallèle. Donc vous n'aurez plus cet effet de non-déterminisme, vous aurez un automate vraiment déterministe, mais ce qu'on montre, c'est que l'automate déterministe va quand même pouvoir reconnaître exactement les mêmes langages que l'automate non déterministe. D'accord? La question, c'est est-ce que c'est le cas pour un PDA? Et le PDA et se comporte de façon un peu particulière par rapport à ça. Alors,
je vais reprendre mon code couleur pour les PDA, qui est le violet, et on va regarder un exemple ensemble de PDA pour illustrer ça. Si je prends ce diagramme que je pense vous avez déjà vu, donc, ou en tout cas une version, euh, donc 0, rien, dollar, 0, euh, attendez, je réfléchis. On va plutôt, on va plutôt faire un autre. Faire 0, rien, 0, 1, rien. On pousse le 1. Ici, on va lire un dièse et on ne met rien. Qu'est-ce que cet automate, ce PDA, reconnaît? Ici, on a l'état acceptant. Quel est le langage reconnu? On va l'appeler M1. Quel est le langage reconnu par M1? Bon, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et vous pouvez aussi répondre dans le chat hein, si vous préférez. Est-ce qu'on regarde s'il y a la même chose avant et après le hashtag? Enfin, en symétrie Euh, un peu. ouais, il y a une symétrie, ça c'est vrai. Euh, attendez, je vérifie que j'ai bien fait ça. Oui, je pense que c'est bon. Euh, c'est alors, c'est pas exactement la même chose avant et après. Parce que si vous avez par exemple donc la même chose avant et après le hashtag, ce serait euh, par exemple chaîne WW avec W appartient à Sigma Star. Donc vous auriez par exemple quelque chose comme 0, 1, dièse 0, 1. Donc si vous faites ça, votre stack ici, là, d'accord, il va commencer par vous lissez un 0, vous mettez un 0, vous lisez le 1, vous mettez le 1, d'accord? Parce qu'à chaque fois ici, la position ici, c'est ce qu'on ajoute, d'accord? Là, c'est ce qu'on lit, ok? Donc ensuite, on passe à Q2, on lit le dièse, il faut forcément qu'on passe à Q2, on fait rien sur le stack. Et ensuite, on passe dans Q2, on va boucler dans Q2 avec le 0. Et là, le 0, on nous demande de retirer le 0. Et là, erreur, ça ne marche pas. Il n'y a pas de 0 à retirer. Cette chaîne ne peut pas être reconnue. Et ça bloque à ce niveau-là. C'est pas ça le langage qui est reconnu par ce PDA. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir ici à la place du 0 pour que ça puisse continuer et avoir une chance d'aller jusqu'à Q3?
Du coup, ce serait l'inverse. C'est-à-dire qu'on aurait W, hashtag W, mais à l'envers. W à l'envers, exactement. Il nous faut W à l'envers, ce qu'on écrit généralement avec un R en exposant. D'accord? Euh, et effectivement, si on va à l'envers, eh ben, ça fonctionne parce que là, donc on a notre stack qui est à ce niveau-là. Mais là, cette fois-ci, au lieu de, euh, au lieu de prendre le 0, 0 epsilon, on a 1, 0. Donc on va lire 1, on va retirer 1. D'accord? Donc on retire 1. Et ça, on peut le faire. On peut ensuite passer au 0. Là, on lit 0, on retire 0. Ça aussi, on peut le faire. Et on n'ajoute rien. Et ensuite, on est à Q2 et on lit rien. Alors, pardon, j'ai oublié que au début, on avait notre signe $. On lit rien, on retire $. Et on arrive à Q3. On a un stack vide, peu importe, hein, ce n'est pas une condition nécessaire pour accepter la chaîne, mais on est à Q3, donc on accepte. Donc on accepte 0, 1, dièse 1, 0. Ça va? Normalement, ça, si vous avancez bien dans les TD, regardez les TD, ça devrait facilement. Enfin voilà, vous avez beaucoup d'exercices autour de ça, parce que c'est un peu plus compliqué que les automates finis. Euh, ok, donc là, on reconnaît ce langage-là. D'accord? L de M1. Maintenant, est-ce que ça, c'est un automate déterministe? Pourquoi? Monsieur. Oui, Euh, Moi, enfin, j'ai pas compris dans le langage qui reconnaît M1, oui, c'est W hashtag W puissance R. R. Mais Ouais, R, alors, c'est. en fait, quand on dit WR, d'accord, ça veut dire R, c'est pour reverse, d'accord? Ça veut dire vous prenez la chaîne W, vous la mettez à l'inverse, enfin, dans l'autre sens. Ah, ok. D'accord? Donc, si par exemple W c'est 0, 1, 0, 1, 1, 1, WR c'est 1, 1, 1, 0, 1, 0. Est-ce que ça va? Ouais, c'est bon. Ok, merci. D'accord? OK? Alors, est-ce que c'est un automate déterministe ou pas? Qu'est-ce que c'est qu'un automate déterministe? Déjà. Un automate déterministe, d'accord? Euh, je vous invite à vraiment bien comprendre cette notion-là. C'est un automate pour lequel, à n'importe quel moment, à n'importe quel état, vous pouvez prendre seulement une transition ou l'autre. C'est-à-dire que la configuration de l'automate est telle que c'est pas possible de se retrouver dans une situation où on pourrait prendre les deux. D'accord? Donc, vous êtes à Q1, par exemple, ce sera ça ou ça. Mais ou un ou exclusif. D'accord? Un ou exclusif. Donc, vous prendrez l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir deux transitions valides à n'importe quel moment. Est-ce que ça va? Est-ce que ici, vous pensez qu'il est possible de se retrouver dans une configuration où on pourrait avoir deux transitions qui sont valides en même temps? Non, parce qu'on a soit 0 ou 1. On a soit 0, soit 1, soit dièse.
D'accord? Ici, en fait, en réalité, il y a trois transitions, hein, donc, vous faites bien de me le dire. C'est-à-dire que le 0, c'est une transition. Le 1, c'est une transition. Et il y a le dièse. D'accord? Bon, effectivement, vous avez raison. Soit on lit un 0, soit on lit un 1, soit on lit un dièse. C'est pas possible de lire les trois en même temps. Enfin, il y a les- il y a- c'est pas- elles sont incompatibles, ces combinaisons-là. D'accord? Maintenant, si j'ajoute ici euh, la transition, si je remplace, si je remplace cette transition par ça, est-ce que je suis toujours dans une situation qui est déterministe? Donc j'ai remplacé vous voyez que là, mon automate, il a deux parties. D'accord? J'ai ma partie 1 et j'ai ma partie 2. Elles sont séparées par un dièse. D'accord? Donc déjà, première question, si je remplace mon dièse par un epsilon, quel est le nouveau langage qui est reconnu par M1? Quel est le nouveau langage reconnu par M1 si au lieu de mon dièse, je mets un epsilon qui représente la chaîne vide? Ça veut dire rien lire. Bah, on aurait que W et WR, hein. Très bien, ouais, exactement. Donc, je mets en rouge là, la correction qui correspond à mon changement. C'est-à-dire que maintenant, mon nouveau langage, c'est WWR. J'ai plus le dièse. D'accord? Donc, autrement dit, en langage courant, on appellerait ça un palindrome. D'accord? C'est le langage qui reconnaît tous les palindromes qui peuvent être faits avec les symboles de mon alphabet. Pas tous les palindromes. Les palindromes seulement de taille paire. D'accord? Donc, typiquement, ça va reconnaître, par exemple, si je transforme en A et B, ça va être ABBA. D'accord? ABA. Mais on va pas pouvoir avoir AB, ABA. Même si ça, c'est un palindrome, il va pas reconnaître, bon, là, c'est des zéros, donc je devrais pas utiliser ça. Je veux dire, on peut reconnaître 0, 1, 1, 0, mais on peut pas reconnaître 0, 1, 0, 1, 0, même si c'est un palindrome. Il peut pas être reconnu parce que vous voyez que WWR doivent être exactement symétriques et il n'y a rien au milieu. Il n'y a pas de symbole au milieu. Donc il faut que ce soit un palindrome de taille paire. OK? Jusque-là, ça va? Est-ce que vous voyez pourquoi maintenant on a WWR? Je vais m'assurer que ce soit bon pour tout le monde. Si c'est pas clair, donc qu'est-ce qu'on fait? On lit un certain nombre de 0 et de 1 dans un certain ordre. Ensuite, on passe de Q1 à Q2 avec une transition totalement vide qui ne fait rien. Et ensuite, on lit dans l'ordre inverse. L'ordre inverse est forcé par l'ordre du stack, de la pile. D'accord? Et une fois qu'on a terminé de lire par l'ordre inverse, dans l'ordre inverse, on accepte. OK. Maintenant, je reviens à ma question. Est-ce que ce nouveau PDA est déterministe? Autrement dit, est-ce qu'il est impossible de se retrouver dans une configuration où je pourrais avoir le choix entre deux transitions possibles? Donc reprenons le cas de Q1. D'accord? On peut se retrouver dans une configuration où on lit 0 ou on lit 1. D'accord? Mais il y a aussi la possibilité, cette fois-ci, non pas de lire le dièse, mais de lire epsilon.
Donc, est-ce que je peux me retrouver dans une configuration où je suis à Q1 et j'ai deux choix possibles? Prenez simplement l'exemple de 0, 1, 1, 0. D'accord? Vous avez lu 0, 1. D'accord? Vous êtes rendu là. D'accord? Vous avez lu 0, 1. Maintenant, vous êtes rendu là, au deuxième 1. Est-ce que vous avez deux possibilités quand vous êtes à Q1? Pas une question piège, hein? Monsieur, Oui. on n'avait pas dit que quand il y avait le epsilon, dans tous les cas, c'était pas déterministe. Oui, c'est ça. Quand il y a epsilon, vous êtes toujours dans une situation non déterministe. Exactement. Très bien. Donc, c'est bien. Donc, effectivement, ici, on peut lire epsilon, et vous avez raison, on avait déjà dit ça. Vous pouvez lire epsilon, enfin, vous pouvez, pardon, vous pouvez lire 1, excusez-moi, ou ne rien lire, d'accord, et prendre la transition Q1, Q2. Et vous avez raison, quand on a cette transition-là, en fait, ce schéma-là est forcément, vous avez forcément un NPDA. Forcément. Parce que, alors, je dis forcément, dans la mesure où vous avez une autre transition possible, n'importe quelle autre transition est compatible avec celle-ci. Si vous avez une autre transition possible, ce qui est le cas ici, par exemple, d'accord? Là, vous créez forcément une situation de NPDA, puisqu'il y a d'autres transitions possibles. Et le epsilon, epsilon, d'accord? Donc évidemment, ici, dans la mesure où on n'enlève rien du stack à chaque fois, de la pile, on crée une situation non déterminée. S'il y avait quelque chose dans la pile, il faudrait regarder ce qui se passe dans la pile aussi. Parce que on peut avoir un epsilon du côté de la lecture, mais on peut avoir des symboles très différents du côté du haut du stack. Et je vous rappelle que le haut du stack est aussi une condition pour prendre la transition. Donc on peut avoir une situation quand même déterministe, même si on a un epsilon en lecture. Mais ici, on a un epsilon en lecture et en haut du stack. D'accord? Donc on est dans une situation non déterministe. C'est-à-dire que ici, là, je lis le 1, je peux soit prendre Q1, Q2 et ne rien lire, soit continuer à charger dans ma première partie. Maintenant, voilà la question importante. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de lire ce même langage, par exemple, de reconnaître ce même langage, avec un PDA qui est déterministe? Donc là, j'ai un PDA non déterministe, mais qui me dit il n'existe pas un PDA, une version déterministe de ce PDA. Est-ce qu'il existe une version déterministe? C'est-à-dire une version où, là, je suis dans la première partie, d'accord? Donc c'est la partie que j'ai appelée partie 1, plutôt, d'accord? Et ça, c'est la deuxième partie, d'accord? Et il faut que je puisse passer la transition de la première partie à la deuxième partie, à un moment, d'accord? Est-ce qu'il existe une version déterministe qui me permet de reconnaître ce langage? À votre avis? C'est-à-dire une version où à chaque moment, je ne vais prendre qu'une transition. Je sais exactement où je vais. Il n'y a pas deux possibilités. La réponse est non. J'aimerais que vous me disiez pourquoi. En tout cas, essayez. Ça a à voir avec
ce moment crucial où vous lisez le 1, le premier symbole de la deuxième partie. Donc imaginez vous êtes à Q1, vous avez lu 0, 1 et vous lisez le premier symbole, le 1, de la deuxième partie, de la partie qui est dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que on ne peut pas se retrouver dans une situation déterministe? N'ayez pas peur de tenter des réponses, hein, ou de donner votre, votre intuition. Voilà, c'est pas besoin d'être précis. C'est pas parce que peu importe ce qu'on met, enfin après par exemple si on met epsilon ou dièse ou n'importe quoi, on aura quand même le 1 dans la boucle, enfin, dans Q1 lui-même et du coup forcément on aura aussi ce choix-là. C'est-à-dire, oui, il y aura toujours le choix de continuer à boucler sur Q1, Ou d'accord? alors aller vers Q2. Ou alors passer dans l'autre côté. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas la possibilité de savoir la machine. Quand on est rendu au deuxième 1, le problème, c'est est-ce que on est dans une configuration où on passe de l'autre côté et on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a terminé la première partie, ou est-ce qu'on est en fait en train de lire 0, 1, 1, 1, 1, 0, ou d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas moyen de savoir si vous êtes dans ce cas-là ou ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, est-ce que mon 1 que je suis en train de lire là, est-ce que c'est le 1 qui contribue à construire la première partie, c'est-à-dire cette première partie 1 là, le premier W, ou est-ce que je suis en train de commencer à construire la deuxième partie? Je ne peux pas savoir. Il faut laisser les deux possibilités ouvertes si je veux reconnaître ce langage-là spécifiquement. Alors, il y a pas de situation déterministe qui me permette. Ça a à voir avec la capacité d'une certaine manière, on peut dire que la version non déterministe a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle en anglais un look ahead, une regarder en avant, c'est-à-dire d'avoir une capacité de savoir si on se retrouve dans une situation, est-ce qu'on est dans une situation, c'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer que 0, 1, par exemple, si c'est ça ma chaîne de caractères, et que la machine, elle est partie pour lire ça, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va continuer sur Q1, elle va continuer, elle va tenter de continuer de lire ça, et ça va échouer. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on échoue? Ben, on revient en arrière et on prend l'autre branche, qui cette fois-ci va réussir. Donc il y a la capacité pour le PDA, si vous voulez, qui est non déterministe, de regarder ce qui se passe dans une situation, de revenir en arrière pour prendre l'autre situation. Mais intrinsèquement, quand on n'a que ça comme visibilité, c'est la seule chose qu'on voit, on n'a pas la possibilité de savoir si on est dans ce scénario-là ou dans ce scénario-là. On ne peut pas deviner à l'avance, on n'a pas les informations qu'il faut. Mais les deux scénarios doivent être possibles pour reconnaître ce langage. Les deux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est, c'est un peu compliqué, hein, mais c'est important d'avoir cette notion de déterminisme versus non déterminisme et de voir que là, on est dans une situation différente de l'automate fini. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de classe de langage? Est-ce que quelqu'un peut prendre ce qu'on vient de dire et d'en déduire quelque chose par rapport à ça? Et la notion de déterminisme. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce qu'on vient de voir?
particulier, j'aimerais avoir quelque chose concernant les DPDA. J'aimerais déduire quelque chose concernant la classe de langage qui est reconnue par les DPDA. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On vient de voir qu'il existe un langage qui ne peut pas être connu par un automate à pile déterministe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la puissance de calcul des DPDA par rapport au NPDA en général? D'accord, on avait vu que les puissances que pour les DFA, c'est exactement la même chose. Un DFA reconnaît la même classe de langage. Donc si ici j'indique là, d'accord, c'est un ensemble plus petit, mais qui reconnaît la même classe de langage, les langages réguliers. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au DPDA? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Vous me mettez les réponses dans le chat ou par oral. Quand je reviens, je vais prendre du café. Alors, réponse? Vous n'avez vraiment aucune idée. J'ai quasiment donné la réponse, hein. C'est pas très très compliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas une question piège. S'il existe un langage, oups, s'il existe un langage, d'accord, L de M1, qui ne peut pas être reconnu par un automate déterministe, forcément, ça va être non déterministe, d'accord? Ça veut dire que euh, donc on est dans le cas de mon M1, d'accord? Je l'appelais M1'. C'est la version modifiée, d'accord? Qui reconnaît WWR. Ça veut dire que mon M1', il est là. OK? Et donc, je vais le mettre maintenant dans mon schéma, ici. Ça, c'est M1'. Désolé, c'est tout petit, j'aurais dû faire un truc plus grand. Et mon langage, L de M1', il est là. D'accord? Et il n'existe pas de DPDA qui reconnaît ce langage. Donc, s'il n'y a pas de DPDA qui reconnaît ce langage, ça veut dire que les DPDA reconnaissent un langage qui est de facto plus petit que l'ensemble des langages hors contexte. D'accord?
Ça veut dire on peut dessiner une ligne là, d'accord? On va les appeler les langages hors contexte déterministes, les DCFL, d'accord? Qui peuvent être reconnus par des TPDA, mais mon langage de M1', c'est-à-dire l'ensemble de tous les palindromes de taille paire, ne peuvent pas être reconnus par des DPDA. Donc, qu'est-ce que c'est? En gros, d'accord, pour résumer, le déterminisme dans le cas des automates à état fini, FA, le déterminisme ne change pas la puissance de calcul des automates en soi, d'accord? Ça, c'est pas, en ajoutant le déterminisme, ça ne change rien. Mais dans le cas des PDA, c'est pas vrai. Le déterminisme change quelque chose. Si j'ajoute la contrainte qu'on doit être dans un cas déterministe, alors ça veut dire que je réduis la possibilité de calcul. Alors c'est important, pourquoi? Parce que les automates déterministes sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus performants, enfin pas performants, mais c'est des calculs beaucoup plus simples. Donc c'est important. Et donc derrière, on a toute une classe de langage qu'on va appeler langage hors contexte déterministe, mais qui correspond généralement vraiment bien à l'analyse syntactique des langages, des programmes, etc. Donc, généralement, on est dans ce cas-là. D'accord? On ne va pas étudier ça en détail. Il y a toute une. On pourrait faire un cours entier sur ces langages-là. Comment est-ce qu'on peut les analyser de façon très rapide et linéaire, parce que correspond à ces langages un certain niveau de complexité qui est très faible et donc très intéressant, encore une fois. C'est le, c'est le petit moteur qui tourne dans Eclipse en permanence derrière. C'est dans cette zone mauve des langages hors contexte déterministes que ça se situe. D'accord? Donc c'est une classe de langage très intéressante d'un point de vue pratique. Si vous vous intéressez au langage de programmation, au compilateur et à ces choses-là, c'est quelque chose que vous allez étudier plus tard. Mais là, on n'a pas le temps de. C'est pas l'objet de ce cours, mais c'est important parce que la notion de déterminisme versus non déterminisme, on va y revenir plusieurs fois. On va y revenir quand on parle de complexité, justement parce que c'est très lié à la notion de complexité. Et donc, c'est important de voir que dans le cas des PDA, et là, on a vu un cas concret, d'accord? Si on ajoute le déterminisme, on réduit le champ des possibles. Ok, on réduit le champ des langages. Et évidemment, ça se traduit aussi dans les grammaires. Donc, il existe aussi ici un sous-ensemble de grammaires qui ne reconnaît, donc on va appeler évidemment des grammaires hors contexte déterministes, qui elles aussi reconnaissent simplement les langages hors contexte déterministes. Ok, j'arrête là-dessus. 2 secondes. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, on va enfin pouvoir arriver à, euh, à ma question de tout à l'heure, c'est à se dire, bah, on a effectivement une hiérarchie, et donc il existe effectivement des langages qui ne sont pas hors contexte. Donc là, que j'ai dessiné en rose saumon. Alors, un exemple de langage qui n'est pas hors contexte. Est-ce que vous avez une idée? Un langage qui ne peut pas être reconnu donc par un PDA, ni généré par un CFG, par une grammaire hors contexte. Est-ce que vous avez des idées? Donc, vous avez vu comment on est passé de 0 étoile, 1 étoile à 0n, 1n pour voir, OK, 0n, 1n n'est pas un langage régulier. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prendre 0n, 1n et transformer ce langage-là à un niveau plus complexe pour montrer qu'il n'est pas, euh, pour créer un langage qui n'est pas hors contexte. Est-ce que vous avez une idée? Donc, à chaque fois, on augmente, si vous voulez, le niveau d'information de complexité ou le niveau d'entropie, si vous voulez. D'accord? Donc, essayez de prendre 0n à n et de lui ajouter quelque chose pour le rendre plus riche, plus complexe, de telle sorte qu'un PDA euh, ne pourrait pas reconnaître ce langage. C'est assez simple, hein. Essayez de donner des exemples, soit par oral, soit dans le chat.
Prenez le problème de façon très pratique. D'accord? Vous avez votre PDA qui reconnaît 0n, 1n. D'accord? Parce qu'ici, il y en a n égale 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le stack avec des zéros qu'il remplit et qu'il désemplit ensuite pour s'assurer qu'il y a le même nombre de 1. Comment vous transformez ça de sorte qu'un PDA puisse pas générer le langage que vous avez conçu? Trouver un langage d'une richesse ou d'une complexité suffisamment forte pour que le PDA ne soit pas capable de le détecter, de le reconnaître. Si on fait, si on fait 0n, 1, 2n, est-ce qu'il va être capable de le reconnaître? Ouais. Oui, parce que en fait, il suffit que vous partiez quand vous avez votre boucle pour les 1, d'accord? Mais c'est une bonne idée, hein. Il faut continuer. Quand vous avez une boucle pour les 1, il suffit que vous lisiez un 1 et vous lisez encore un 1. D'accord? Donc, euh, vous lisez un 1, vous retirez le 0, vous ajoutez rien. Et ici, vous faites rien. Et vous continuez comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, votre boucle, elle inclut deux fois lire un 1 au lieu d'une fois. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est une bonne idée. C'est cet ordre-là, d'accord? Mais il faut que vous alliez un cran plus loin. Ça, c'est toujours donc 0n, 1, 2n, d'accord? Euh, c'est un langage, ça appartient à la classe des langages, pardon, des CFL. C'est même un DCFL. Donc c'est même assez simple, en fait, parce que c'est même ici. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'une machine non déterministe, d'un PDA non déterministe. C'est ici. 0n, 1, 2n. Mais continuez. Essayez d'augmenter le niveau de complexité. D'un cran de plus, vraiment. Je vais vous donner un indice. Quand vous avez lu le 0, 0, 0, 1, 1, 1, à la fin, votre stack, il est vide. Il a juste le dollar. Alors, Nathan a mis 0n plus 1 et 1n. Là, c'est pareil. Dès lors que vous avez les 0 et le 1, si vous avez un 0 de plus, alors attendez. La seule différence, c'est que là, que vous m'avez généré un langage, à mon avis, qui est un NCFL. Ce n'est pas un déterministe. Donc vous êtes là, je pense. Parce qu'effectivement, pour le dernier 0, vous ne savez pas si vous êtes. Ouais, si, parce qu'il y a toujours un 0 de plus. Il y a toujours un 0 de plus. Donc non, c'est vraiment un DCFL. C'est-à-dire que vous avez juste besoin de lire un 0, d'accord? Vous ajoutez un 0. Au début, vous lisez un 0, vous ne faites rien. Et ensuite, vous commencez votre pile. Finalement, c'est 0, 0 n 1 n, ce que vous proposez. Donc ça, c'est trivial. Ce sera toujours ici. Euh, donc, non, il faut penser autrement qu'en manipulant les n. Ou si vous manipulez les n, il faut le manipuler à un niveau suffisamment fort. Mais dans ce cas-là, le 0, 1, ça ne change rien qui est 0 et 1. Vous pourriez avoir juste des 0, ce sera pareil. Mais il faut le penser autrement. Une fois que vous avez lu vos 0 et vos 1, la pile, elle est vide.
vous avez perdu toute information. Elle est forcément vide, une fois que vous avez lu 0n, 1n. Enfin, vide ou peu importe. L'information sur le n est forcément disparue. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez réutiliser cette information, c'est fichu. Ah, je vous ai quasiment donné la réponse. Une fois que vous avez lu 0n, 1n, vous avez 3 0, 3 1, vous êtes arrivé à la fin des 3 1, vous n'avez plus l'information sur les 3. Vous n'avez plus, le stack est vide. Donc, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous ne pouvez pas garantir après 0n, 1n? Il y a un zéro après. Pardon? S'il y a un zéro après, Alors après, si vous jouez 1-0, ça c'est pas un problème. Mais c'est quoi l'information cruciale que vous avez perdue une fois que vous avez vidé votre stack? Rajouter un 0 après, c'est pas un problème. Vous pouvez rajouter un 0, 2 0. Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas rajouter après? On peut plus rajouter N0 Ouais, après. alors, le problème, Bizarrement, c'est que si vous si. choisissez, si vous choisissez 0, si vous mettez Ouais. N0, vous vous retombez dans le cas où vous avez en fait un palindrome, vous pouvez transformer votre 0n, 1n, 0n le coupant en deux et en faisant un reverse. Enfin, donc ça, c'est quand même un langage régulier. Il faut juste que vous changiez. Vous êtes à deux doigts. Si vous dites 0n, 1n, 0n, c'est le 0, il faut le changer. Parce que le problème, c'est que le 0, et vous retombez dans un cas de chaîne 0n, 1n, 2n. Prenez n'importe quel autre symbole. Dès lors que vous êtes dans un nouveau symbole qui doit réapparaître exactement le même nombre de fois, vous voyez que votre stack est vide, vous n'avez plus la possibilité, après le 0n, 1n, si vous rajoutez des 2 ici, vous pouvez rajouter autant de 2 que vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'en rajouter exactement n. D'accord? Donc, vous pouvez faire un 0n, 1n, 2 étoiles, pas de problème, 2 ou 2 étoiles, mais vous ne pouvez pas faire 0n, 1n, 2n. Pas possible. Votre stack est vide. Vous l'avez déjà utilisé pour le 0 et le 1. Et donc, vous avez perdu cette information. OK? Donc, 0n, 1n, 2n, c'est tout simple, hein, mais c'est un langage qui n'est pas hors contexte. Et du côté de la... Donc, on le voit bien du côté du PDA. Du côté de la grammaire, on peut le voir aussi assez facilement. Là, j'arrive au bout de l'heure, mais je vous montre juste du côté de la grammaire. C'est... donc, pour 0n, 1n, en fait, on fait 0s1. Et en fait, on pousse récursivement par le milieu pour avoir à chaque fois le même nombre de 0 et de 1. D'accord? Donc, elle est tout simple, la grammaire, c'est pour 0n, 1n. Vous voyez bien que si vous faites 0n, 1n, 2, vous faites ça, vous avez 0s1 et vous mettez t, par exemple. Et t, c'est pareil, vous pouvez avoir autant de 2 que vous voulez.
Mais vous n'avez jamais la garantie que le nombre de 2 ici va correspondre au nombre de fois que vous avez récursivement utilisé S. Donc c'est pareil, côté grammaire hors contexte, vous n'avez pas la possibilité de faire, donc ici vous avez 0n, un n, 2 étoiles. Vous ne pouvez pas faire 2n, c'est pas possible. C'est un langage hors contexte. Alors, on verra d'autres langages hors contexte, hein, c'est pas le seul évidemment, hein. Il y a d'autres schémas de langage hors contexte qui sont beaucoup plus de langage, pardon, non hors contexte. Donc, c'est des langages qu'on appelle sensibles au contexte, des langages contextuels en français. Donc, ça, c'est la classe de langage qu'on appelle les CSL, Context Sensitive Language, ou langage contextuel. D'accord? On verra pourquoi on les appelle langage contextuel la prochaine fois. Euh, et on verra comment on peut exprimer ces langages. Donc, je vais vous faire un retour sur sur vos travaux, sur vos programmes rapidement. Euh, et, euh, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis, et puis la prochaine fois, on commencera à voir les machines de Turing. Euh, oui, je vous invite à lire quand même. Faites les lectures pour la prochaine fois. Euh, Soit de ce qu'on a déjà vu pour vérifier que c'est bien clair, mais vous pouvez aussi commencer à anticiper le chapitre 3 sur les machines de Turing, ça peut être bien. D'accord? Euh, ok, bah c'est tout. Voilà. Bonne fin de journée à vous. Merci. Au Merci revoir, à bonne vous soirée. aussi. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.